L'amélioration nutritionnelle de vos produits, c'est une opportunité. Encore faut-il savoir par où commencer, quel levier actionner et comment transformer les exigences réglementaires et celles du marché en avantages concurrentiels. Bienvenue dans Transformer pour mieux nourrir, la série où l'expertise rencontre l'action et où l'amélioration nutritionnelle devient un vrai levier de croissance pour votre entreprise. Dans chaque épisode de la série, des expertes et des experts se réunissent pour vous donner les clés concrètes d'une industrie alimentaire plus saine, plus forte et plus compétitive. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau balado Transformer pour mieux nourrir, présenté par Améliore, l'accélérateur de l'amélioration nutritionnelle à l'intention des transformateurs alimentaires québécois. Mon nom est Isabelle Marquis, je suis nutritionniste et stratège en communication, marketing et innovation alimentaire et collaboratrice du programme Améliore. Je suis vraiment très heureuse et honorée de prêter ma voix à ce nouveau balado pour discuter avec mes invités, pour vous, chers transformateurs alimentaires, de l'amélioration nutritionnelle qui est, comme vous le savez, un de mes sujets de prédilection. Pour ce premier épisode, nous avons choisi d'aborder ce que j'oserais appeler le sujet chaud de l'année en transformation alimentaire, c'est-à-dire l'introduction de la nouvelle loupe d'avertissement de Santé Canada. Dans le cadre de mon travail, notamment avec Améliore, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs entreprises dans leurs décisions stratégiques en lien avec la loupe et je me suis rendu compte au fil du temps, au fil des dossiers, qu'il y avait plusieurs incompréhensions ou zones grises dans la loi qui suscitaient beaucoup de questions, voire même d'inconfort de la part des transformateurs. J'ai donc décidé de mettre ce sujet-là au menu dès le début de la saison et d'essayer d'approfondir ou de clarifier ces zones grises-là pour vous. Et pour faire ça, j'ai choisi d'inviter une collègue avec qui j'ai le plaisir de collaborer souvent sur ce genre d'enjeux-là et de dossiers-là parce qu'elle a une expertise encore plus pointue que la mienne sur le sujet. Il s'agit de Martine Pelletier, qui est agronome et chimiste spécialisée en transformation alimentaire et étiquetage nutritionnel et enseignante en technologie des procédés et qualité des aliments à l'ITAC. Bonjour Martine. Bonjour Isabelle. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, c'est plaisir pour moi. Ravie de partager le micro avec toi. Je disais d'entrée de jeu, donc, le sujet de la loupe, on le sait, ça fait couler beaucoup d'encre et dans l'expérience que moi j'ai eue jusqu'à présent avec ce fameux symbole, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des incompréhensions ou en tout cas des inconforts de la part des transformateurs. As-tu remarqué un peu la même chose de ton côté? Sens-tu aussi qu'il y a besoin un peu de clarification? Oh oui, c'est très difficile avec la loupe présentement. Il faut éventuellement respecter cette nouvelle norme-là. Plusieurs entreprises ne sont pas confortables de la mettre, mais il faut éventuellement, la mettre, cette fameuse loupe-là, et respecter la réglementation qui vient avec. Qui est complexe. Qui est très complexe. Mais on va essayer de démêler ça le mieux possible. Pour commencer, j'aimerais prendre un instant juste pour nous rappeler quelques généralités. Je ne reviendrai pas dans le détail de l'origine de la loi, pourquoi il y a ça, etc. Je pense qu'on en a déjà assez parlé depuis le début de l'année. Mais peut-être simplement vous rappeler que, de un, la période de grâce pour appliquer cette nouvelle loi-là est terminée. Donc, 1er janvier 2026, c'était la date officielle où la loi était effective pour tout le monde. Je nous rappelle aussi que la loi s'applique à tous les produits préemballés qui sont vendus au Canada. Donc, pas juste les produits fabriqués au Canada, mais même les produits importés. Donc, si vous remarquez des choses des produits qui devraient porter la loupe et qui ne la portent pas, vous pouvez le souligner à la CIA ou même au CETAC si vous le souhaitez. Et la loi concerne exclusivement 3 nutriments, les sucres, le sodium et les gras saturés, contrairement à d'autres programmes similaires qu'on a vus apparaître dans d'autres pays où il y a d'autres, nutriments qui sont concernés. Ici, il y en a 3, c'est ceux-là et c'est tout. Maintenant que j'ai dit ça, avec Martine, on a choisi aujourd'hui donc d'aborder quelques thèmes particuliers pour vous. D'abord, on va parler des seuils de référence pour déterminer si la loupe s'applique ou non à vos produits. On va aussi parler de la portion à utiliser pour le fameux calcul qui détermine si la loupe apparaît ou pas, les interdictions et les exemptions, la taille et la position du symbole, et on va terminer par quelques mots, quelques réflexions en lien avec la communication, idée d'arriver avec une inspiration aussi un peu stratégique. Donc, on l'a dit, 3 nutriments qui sont visés par la loupe et qui doivent apparaître dans le symbole dès que le produit contient
une certaine quantité, en fait, atteint un certain seuil. Fait que commençons avec les fameux seuils. Peux-tu nous démystifier ou nous rappeler, Martine, de quoi s'agit-il? Donc, les fameux seuils, ils sont basés sur le pourcentage de la valeur quotidienne. Donc, ce sont les fameux pourcentages que l'on voit dans le tableau de valeur nutritive. Dans la colonne de droite, où dans c'est écrit la colonne vécu. de Là, droite. Donc, oui, pourcentage vécu. Donc, souvent, il y en a qui pensent que c'est le pourcentage qui est contenu dans l'aliment, mais non. C'est des pourcentages, en fait, qui font référence aux apports quotidiens recommandés qui sont justement recommandés par Santé Canada. Donc, ce qu'un individu devrait consommer dans une journée, c'est la part de ça qui est fournie par l'aliment. Exact. Donc, si on... Juste quelques chiffres, là, le sodium, on parle de 2300 mg, le sucre, on parle de 100 grammes, et pour les gras saturés, on parle de 20 grammes. Donc, on va baser, en fait, le pourcentage sur ces données-là. Parfait. Donc, une fois qu'on a nos pourcentages calculés, donc nos fameux seuils, donc on disait c'est 15 %, okay, une généralité de base qui s'applique à presque la totalité des aliments. Sauf que si on a une plus petite portion, une portion de 30 grammes et moins, on parle de 10 %. Donc, on vient de réduire notre seuil. Mm-hmm. Et pour les repas, okay, là, il faut faire attention aux repas. Oui, on tombe dans un piège. Un piège qu'on a vécu, toi et moi. Je te laisse continuer. Donc, quand on parle d'un repas, donc on parle d'un repas préemballé qui correspond aussi aux quantités de référence de Santé Canada pour les repas. Et un repas, normalement, va contenir deux constituants, en fait, dans les produits laitiers, produits céréaliers, fruits et légumes et pain et céréales. Donc, éventuellement, si on a 2 constituants, on peut commencer à parler d'un repas. Okay. Et il faut faire attention, justement, on a eu un petit cas là, pour des pâtes. Donc, un repas, on va parler d'un seuil de 30 % pour une portion de 200 grammes pour les adultes et 170 grammes pour les enfants. Par contre, les pâtes alimentaires, on a eu ce show. Okay? Donc, les pâtes alimentaires, si on va voir au niveau des quantités de référence, on parle d'une portion de 210 grammes cuits pour la quantité de référence. Donc, techniquement, si je vois ça, puis que dans le tableau général des seuils, on nous dit 200 grammes et plus, le seuil pour appliquer la loupe est de 30 % de la valeur quotidienne, on pourrait penser que la loupe s'applique ou ne s'applique pas, en fait. On pourrait penser que la loupe ne s'applique pas, qu'on sauverait de la loupe avec des pâtes qui sont farcies. Donc, à une portion de 210 grammes cuits, on est correct. Mm-hmm. Par contre, si on va au niveau du tableau des quantités de référence pour les repas ou les plats composés, on va parler à ce moment-là de pâtes farcies, mais avec sauce. Okay? Donc, à ce moment-là, nos fameuses pâtes farcies ne sont pas considérées comme un repas en soi. Donc, si je résume l'histoire des seuils, oui, comme tu l'as bien dit, 15 % de la valeur quotidienne pour la majorité de l'offre alimentaire, mais ce seuil-là descend à 10 % pour des petits aliments de 30 grammes et moins. Mm-hmm. Et j'ajouterais à ça petits aliments de 30 grammes et moins qui portent le tableau de valeur nutritive. Parce que si le tableau, s'ils ont une exemption sur le tableau, il y a une exemption sur la loupe, on y reviendra tout à l'heure. Et de l'autre côté du spectre, portion de plus de 200 grammes et qui se qualifie comme plat principal, et il est là le piège. Donc, s'assurer que c'est pas seulement plus que 200 grammes, mais que vous qualifiez pour la définition d'un plat principal. Et il y a une définition précise dans le guide d'étiquetage. Je vous invite à aller le voir si vous pensez que ça vous concerne. Comme le disait Martine, dans le cas des pâtes, même si les pâtes sont farcies, s'il n'y a pas de sauce, c'est pas considéré comme un plat principal. Même chose avec du bœuf haché qui serait déjà cuisiné, assaisonné. S'il n'y a pas de riz qui est servi avec, ça passe pas. Donc, bref, il y a une petite zone grise particulière ici dans laquelle, malheureusement, un certain nombre de transformateurs sont tombés. Mais allez voir si vous tombez dans le 200 grammes et plus, ça se pourrait que vous soyez correct. Puis ça se pourrait que non, finalement, la loupe s'applique parce que si vous ne qualifiez pas comme plat principal, corrige-moi si je me trompe, mais là, on revient à 15 %. Fait que c'est pas mal plus sévère. Là. Oui. Parfait. Génial. C'est clair. Merci. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des seuils. Parlons maintenant de la fameuse portion à utiliser pour calculer. On vient de le mentionner, donc pour les seuils, on doit aller se référer à la quantité de référence, qui est un tableau qui existe dans la loi
tous les aliments sont nommés, puis ça, c'est déterminé par Santé Canada. Mais quand on veut faire notre calcul à nous, si la portion qui est déclarée dans le tableau de valeur nutritive est la même portion que la quantité de référence, ça arrive pour un certain... Là, on ne se pose pas de questions, c'est facile. Mais il y a quand même un certain nombre d'aliments pour lesquels la portion déclarée dans le tableau n'est pas la même que la quantité de référence. Proche, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit proche, mais c'est pas la même. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, si éventuellement on a une portion qui diffère de ma quantité de référence, que ce soit parce que j'ai un emballage à un poids déterminé ou parce que j'ai séparé ma tarte éventuellement et j'ai une portion qui est un petit peu plus petite ou plus grande que la portion de référence, bien, éventuellement, je vais devoir calculer mes seuils, mes ratios par rapport à la quantité la plus élevée des deux. OK. J'ai 2 petits exemples pour vous. Oui, donc, vas-y. j'ai un exemple d'un biscuit. D'accord. Okay. Un biscuit, la portion de référence est de 30 grammes. Oui. Donc, si la portion est de 30 grammes et moins, on doit appliquer un 10 de l'apport quotidien recommandé pour pouvoir mettre le fameux symbole nutritionnel. Donc, si mon biscuit est de 50 grammes, je dois faire les calculs. Mon tableau va être calculé pour 50 grammes. C'est le tableau que je vais afficher sur mon aliment. Et là, bien entendu, mes seuils vont afficher plus grand que 10 et là, je vais devoir mettre le tableau. Même si la portion est plus que 30 grammes, la portion que j'affiche est plus que 30 grammes, le 10 va quand même s'appliquer. OK. Donc, le 10 s'applique, Oui. mais on doit faire les calculs sur 50 grammes et non pas sur 30. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Je peux te confirmer qu'il y a un certain nombre de biscuits sur le marché qui ne respectent pas cette règle-là. Je l'ai vu. C'est vrai aussi, je pense entre autres aux muffins, si je reste dans la même catégorie, là aussi, j'ai vu certaines erreurs à ce niveau-là. On a le même enjeu, en fait, dans toutes les catégories. Là. Dans toutes les catégories. Et à l'inverse, si je fais un petit yogourt, un petit emballage de yogourt, je essaie de réduire ma portion justement pour me sauver du symbole du sucre. Là, éventuellement, il faut que je me base sur la quantité de référence de 115 grammes. Donc, même si je descends ma portion à 100 grammes ou à 90 grammes, je dois, à ce moment-là, faire les calculs pour la portion de référence qui est de 115 grammes. Et question quiz, est-ce que c'est la même règle qui s'applique quand c'est des portions individuelles? Oui. OK. Donc, le fait d'avoir une portion individuelle, tu sais, je reprends, que ce soit l'exemple du biscuit ou du yogourt, mettons que mon biscuit... c'est ça, je le vends en sachet individuel, pas dans une boîte multiple, ou même les yogourts qui seraient dans une machine distributrice, par exemple, ou qui sont vendus en solo. On applique la même oui, même mais chose. à ce moment-là, la loupe va s'appliquer sur l'emballage familial. OK. Donc, c'est sur la sleeve en bon oui, français, sur la sleeve. Je m'excuse. Sur l'emballage. Le carton qui emballe le paquet au complet, là, exact. à ce moment-là, c'est là qu'elle se retrouve. Elle ne se retrouverait pas sur le petit yogourt. Le petit cup. OK. Et je reviens sur un détail que tu mentionnais d'entrée de jeu par rapport à ce sujet-là. Donc, quand la portion déclarée dans le tableau de valeur nutritive n'est pas la même portion que la quantité de référence établie par Santé Canada, oui, on pourrait dire qu'on a le choix entre les deux, mais on n'a pas vraiment le choix entre les deux. C'est toujours la quantité la plus élevée qui prime. Donc, toutes ces entreprises, et je sais qu'il y en a, qui ont choisi de réduire leur portion pour essayer d'éviter la loupe, ça fonctionne tant que vous ne demeurez pas en dessous de la portion de référence, la quantité de référence. Mais si on arrive avec une portion en dessous, ça ne marche pas. Donc, je reprends ton biscuit, de faire un biscuit à 25 grammes au lieu de 30. Si la quantité de référence est 30, on est obligé de le mettre à 30. Exact. Et de respecter le 10 Et de respecter le 10 OK. Le bas blesse définitivement dans ce calcul-là. Quoique des fois, j'ai vu des belles surprises à l'inverse aussi de catégories, en fait, où c'est le 15 qui s'appliquait normalement, là, et que l'entreprise, ben c'est ça, finalement se retrouve dans une meilleure position qu'elle pensait. Donc, ça peut aller dans les deux sens, mais malheureusement, je suis d'accord avec toi que ça bascule plus souvent que vous devriez avoir une loupe, malheureusement. OK. Troisième sujet, interdiction et exemption. Ça peut sembler étrange à dire, mais il y a des produits pour lesquels c'est carrément interdit d'afficher la loupe.
La liste détaillée est sur le site de Santé Canada. On pourra vous partager les liens suite à l'enregistrement. Mais je vous résume très rapidement là, les cas particuliers d'exception. Donc, tout ce qui concerne les nourrissons et les bébés de moins d'1 an. Donc, par exemple, les formules de lait maternisé, les aliments pour bébés, c'est exempté de la loupe. On ne met jamais de loupe là-dessus. Les aliments qui sont destinés à des régimes spéciaux, donc par exemple les régimes faibles en protéines ou faibles en énergie, c'est très réglementé, très encadré dans la loi, ce type de produit-là, mais si ça vous concerne, vous ne mettez pas de loupe là-dessus. Même chose pour ce qui est des substituts de repas et suppléments nutritifs. Attention, substituts de repas, je sais surtout depuis la vague de popularité autour des protéines, on voit beaucoup de produits apparaître qui utilisent ces mots-là ou qui se positionnent sur la ligne comme si c'était véritablement des substituts de repas. Mais attention, encore une fois, c'est très réglementé. Il y a une composition très précise qui est à respecter pour s'appeler véritablement substitut de repas. Donc, si vous êtes votre produit est un vrai substitut de repas ou un supplément nutritif, à ce moment-là, ça aussi, c'est interdit de mettre la loupe là-dessus. Donc, des cas d'exception vraiment particuliers. Pas grand-chose qui se retrouve sur les tablettes des épiceries qui cadrent à ces définitions-là. Cela dit, il y a certaines exemptions, donc des produits qui normalement devraient porter la loupe et qui, pour certaines raisons, sont exemptés de le faire. Je te laisse nous guider un peu là-dessus. Quelles sont les principales exemptions? Pour les exemptions, on va rendre ça facile. Okay? Donc, si vous n'avez pas de tableau de valeur nutritive, il n'y aura pas de loupe associée. Donc, parfait. Déjà là, on vient de régler une grosse partie des exemptions au niveau du sabot nutritionnel. Les autres exemptions, on va parler de tout ce qui est produit sucrant. Donc, le sucre, sirop d'érable, le miel, on ne mettra pas de loupe non plus là-dessus. Donc, sur l'ingrédient de base. Là. Sur l'ingrédient de base. Donc, pas un biscuit au sirop d'érable, mais juste le sirop lui-même. Le sirop lui-même, lui, on s'attend, c'est un agent édulcorant. On ne mettra pas la loupe dessus. Donc, la même chose sur le sel et certains sels d'assaisonnement. Sel d'oignon, sel d'ail. On ne mettra pas non plus la loupe sur ça contient du sodium. Donc, c'est du sel. Et tout ce qui est huile aussi. Donc, la même chose. Donc, huile, beurre, margarine. Donc, on ne mettra pas de symbole là-dessus. On considère que c'est des gras qui peuvent être saturés déjà au départ. Donc, ça, c'est des exemptions on ne doit pas mettre la loupe. J'ai envie de dire, c'est ce que j'appellerais du gros bon sens. Le consommateur sait qu'il achète du sucre, sait qu'il achète du sel ou sait qu'il achète du gras. C'est ça l'ingrédient. C'est l'évidence. Donc ça, voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il y a plein de zones grises qui ont des exemptions conditionnelles. Il y a des exemptions aussi conditionnelles sur certains aliments, en fait, ils pourraient porter la loupe, mais pour des bienfaits santé ou parce qu'on veut que le consommateur consomme ces produits-là pour justement... pour éviter les risques de maladies. Donc, je vais prendre en fait les fruits et légumes, certains produits laitiers aussi, les noix. Donc, c'est des aliments qui sont bons pour nous, qui contiennent plein de vitamines, plein de minéraux, plein de bonnes choses. Donc, on ne veut pas nécessairement mettre de loupe sur ces produits-là qui sont considérés comme sains. Donc, il faut faire attention. Par contre, il y a certaines petites règles qui vont s'appliquer. Oui. Okay? Je pense entre autres à tout ce qui est fromage, kéfir, yogourt. Oui. La loupe, pour les sucres et les gras saturés, peut s'appliquer sur ces produits-là seulement si le produit il est riche en calcium. Donc, on veut quand même que les gens consomment du calcium. En fait, donc c'est l'inverse. Tu disais la loupe va s'appliquer, mais c'est contraire. L'exemption s'applique. L'exemption va s'appliquer si tu as un certain niveau de calcium. J'ai un certain niveau de calcium. Okay. Donc, et là, encore là, c'est complexe et là, on peut se perdre facilement aussi. Donc, pour une portion de moins de 30 grammes, c'est 10 % d'apport quotidien en calcium. OK. Et pour une portion de plus de 30 grammes, c'est 15 % de calcium qui doit se retrouver dans le produit. Donc, d'accord. Éventuellement, il faut toujours aller consulter la réglementation pour s'assurer, voir est-ce que pour mon produit, ça s'applique ou non. Parfait. Donc, des aliments qui sont, comme tu dis là, avec l'exemple des produits laitiers, avec un certain niveau de richesse en calcium. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le nutriment qui est spécifique, qui est visé. Je reviens avec ton exemple des fruits et légumes. Évidemment, tous fruits et légumes frais, minimalement transformés. Je pense que
personne ne va sauter au plafond là-dessus. On est d'accord, ça ne prend pas de loupe. Par contre, quand on a un certain niveau de transformation, donc je pense à des fruits dans le sirop ou des fruits des compotes sucrées. Des compotes, bon exemple, des fruits séchés, ça, est-ce que ça rentre aussi dans l'exemption des fruits? Non. Hein? Il y a certaines exemptions. Il faut aller valider encore une fois au niveau de la réglementation. Il y a certaines choses qui s'appliquent, d'autres non. OK. Donc, il faut vraiment s'assurer. Comme les fruits séchés, ils ne s'appliquent pas, mais si justement, si on ajoute du sucre, là, à ce moment-là, ça va s'appliquer. OK. Donc, un simple déshydraté, non, mais si il y a avec du sucre ajouté, oui. Là, ça devient, entre guillemets, un bonbon. Ou, exact. Donc, on veut quand même avertir la population. Attention, le produit que tu t'apprêtes à acheter contient du sucre. Et c'est le but de cette fameuse loupe-là. D'accord. D'autres idées d'exemption? Oui, les poissons. Oui. OK, donc les poissons gras, riches en oméga 3. Donc, on veut éventuellement aussi encourager la consommation de poissons gras. Donc, et là, il y a certaines petites règles aussi à respecter, qu'il faut que les acides gras saturés soient moins de 30% de l'apport en gras de l'aliment. Donc, c'est des petites règles comme ça. Puis je pense du côté des viandes aussi, ça fait partie des exemptions conditionnelles. Donc, une viande fraîche vendue en barquette, par exemple, ça va. Mais si elle est marinée... transformée, ça marche plus. Ça marche plus. Marinée, qu'elle soit cuite ou pas cuite, évidemment. À partir du moment où c'est donc là, ça oui, marche charcuterie, ça fonctionne plus. Très bien. OK. Encore une fois, il y a plein de zones grises. On va vous mettre des liens, mais dans le doute, communiquer avec l'équipe d'Améliore ou des experts comme notre chère Martine, puis on va démystifier ça pour vous. Prochain sujet, la taille et la position du symbole. Je remarque sans trop de surprise que sur la plupart des aliments où le symbole s'applique, il est positionné dans le coin supérieur droit de l'emballage. C'est effectivement dans les positions privilégiées suggérées par Santé Canada, mais c'est pas la seule position. Fait que j'ai 2 questions pour toi. De un, est-ce que tu y vois ou tu y comprends une raison particulière pourquoi ça se retrouve toujours là? Puis, ou d'autres, est-ce qu'on a le droit de mettre le symbole, évidemment selon la forme de notre emballage, mais je te laisse. Selon la forme de notre emballage ou la forme de notre étiquette aussi. Donc, bien sûr. Donc, oui, on dit en haut à droite parce que c'est comme la façon rapide, tu sais, une chose pour toutes. Là, ça s'applique vraiment à quasiment tous les produits. Okay? Donc, c'est soit en haut, soit à droite. Okay? Donc, c'est vraiment au niveau de la position de l'étiquette sur le produit. Donc, si j'ai une étiquette qui est plus large que haute, ben le symbole va se retrouver à droite. Donc, il peut être en bas, à droite. Okay, on le voit sur les contenants de chocolat, on le voit sur les contenants de Jell-O aussi. Donc, tout ce qui est emballage plus large que haut, le symbole va être à droite. Pour les emballages qui sont plus hauts ou les étiquettes qui sont plus hauts que larges, ça va être en haut. Okay. Donc, on va dire en haut à droite, ben c'est comme une généralité qui va s'appliquer à tout le monde. OK. Mais j'imagine que ça a à voir aussi avec la visibilité qu'on veut donner au symbole. Il ne faut pas qu'il se retrouve ni sur le côté ni à l'arrière, ça c'est évident. Et là, faire attention pour aussi tout ce qui est bouteille. Donc, tout ce qui est forme cylindrique, souvent, on a tendance à vouloir retrouver le symbole un petit peu plus vers l'arrière. Donc, il y a dans le tournant. Là. Dans le tournant. Donc là, il faut vraiment s'assurer qu'il soit bien en vue quand le produit il est en tablette pour le consommateur. Donc, on doit même le dégager de 10% quasiment de la surface principale. OK. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien en avant, quitte à être plus près du centre que près du bord de... Oui, parce que dans le fond, si on voulait le mettre en plein milieu, je connais pas d'entreprise qui a vraiment envie de faire ça, mais si on voulait le mettre en plein milieu, il n'y a rien qui nous interdit de le centrer ou de le mettre à gauche? Ou... Si, encore une fois, il faut respecter le 50% à droite si j'ai un produit qui est plus large que haut. Donc là, à ce moment-là, il faut s'assurer que je respecte mon 50% à droite. Donc, il faut respecter la droite à ce moment-là. Mais si j'ai une canette qui est plus haute que large, à ce moment-là, rien m'empêche de mettre le symbole au milieu. Puis je dis ça, puis ça... ça peut sembler farfelu, mais effectivement, j'avais l'image d'une canette dans la tête ou autre emballage qui est très étroit.
il n'y a pas grand espace de dégagement et sachant qu'il y a un espace de dégagement obligatoire autour du symbole, on ne peut pas le mettre en plein milieu de notre design comme ça, avec des éléments graphiques superposés ou dans l'arrière-plan où c'est très, très protégé, si je peux dire, ce fameux symbole. Bien, des fois, par défaut, il se retrouve pratiquement central. OK. D'accord. Donc, on a un petit peu de marge de manœuvre, de ce que je comprends, mais il faut d'abord se poser la question dans quel sens notre emballage se trouve. Là. C'est plus un horizontal ou plus un vertical à vérifier. OK. Prenons un angle un peu stratégique, peut-être pour terminer. Une des raisons, en fait, où les entreprises transformateurs alimentaires rejoignent le programme Améliore le plus souvent, c'est pour être accompagnées dans à la fois leur réflexion stratégique, à savoir, bon, est-ce que la loupe doit s'appliquer ou pas? Est-ce que, si oui, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je le fais? Évidemment, lorsque possible, on essaie d'encourager les entreprises à reformuler leurs produits. Mais ce n'est pas toujours évident de prendre cette décision-là. En tout cas, il y a plusieurs implications de ton point de vue, puis avec l'expérience que tu as. Qu'est-ce que tu verrais comme situation particulière ou assez claire dans lesquelles, oui, ça vaut la peine, on se lance, on essaie de retravailler ça, et d'autres pour lesquelles il vaut mieux assumer d'avoir la loupe? C'est sûr qu'éventuellement, si on est très près des seuils, des fois, tu sais, on est à 16, on est à 15, parce qu'il ne faut pas oublier que la loupe s'applique à 15, dès 15. Des fois, un petit ajustement de recette, on diminue un petit peu le sel, on diminue un petit peu le sucre. Des fois, on fait juste changer la source de matière grasse aussi et on est ailleurs. Et là, on s'assure que notre aliment, à ce moment-là, tombe sous les seuils pour ne pas afficher la loupe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut facilement calculer. J'ai beaucoup de clients qui me demandent « Oh, Martine, peux-tu ajuster ma recette? Tu sais, combien de sucre que je dois mettre? » Par exemple, des boissons. Donc, combien de sucre que je dois mettre pour éviter cette fameuse loupe-là? Oui. Là, je calcule tout ça. On envoie ça au client. Il dit « C'est correct. Moi, je vais ajuster mon sucre en fonction que je ne veux pas afficher la loupe. » Et c'est correct. Donc, c'est des petites choses qui sont faciles à faire, faciles à compter, faciles à formuler. Par contre, quand on tombe dans des plus gros écarts, ou éventuellement, on utilise du beurre dans nos biscuits, puis on arrive avec une valeur en gras saturé qui dépasse le 15 %, mais vraiment de beaucoup. Est-ce que je suis prêt à changer mon gras pour pas avoir la loupe, tandis que c'est ce qui va faire ma marque de commerce? Donc, des fois, je me dis, il y a des petits aliments plaisir comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer la formulation, retravailler avec des gras ou retravailler avec des édulcorants ou retravailler avec du chlorure de potassium, refaire toute la recherche et développement, tandis que mon aliment, il est juste parfait comme il est là déjà. Bien, c'est un bon point, puis je pense que ça ouvre la réflexion au sujet de garder l'authenticité du produit. Puis c'est souvent ça, je pense, qui est au cœur de la décision, ce qui va faire basculer entre on reformule ou on reformule pas. Comme tu dis, si la reformulation implique de dénaturer le produit et que ce soit une expérience complètement différente, voire même des promesses en lien avec le produit qui sont complètement différentes, ben là, c'est peut-être pas la bonne décision, en fait, à prendre dans ce cas-là. J'aime bien ton exemple de biscuit au beurre, puis ça me rappelle en conférence à l'événement Aliments du Québec en octobre dernier où j'avais utilisé l'exemple de la sauce Alfredo. Pour moi, dans mon livre à moi, une vraie sauce Alfredo traditionnelle devrait contenir du beurre, de la crème et du fromage. Toutes des bonnes choses. Toutes des bonnes choses qui sont très goûteuses, savoureuses, mais oui, qui viennent avec un certain niveau de gras et de sodium. C'est fait comme ça. Et donc, de vouloir faire une sauce Alfredo dite traditionnelle qui n'aurait pas de loupe, on dénature. Là, on n'est plus dans ce que c'est. On n'est plus dans le vrai. On n'est plus dans l'authenticité. Donc, dans certains cas, de maintenir la recette traditionnelle en fait, surtout si c'est notre positionnement d'entreprise et de marque, c'est la bonne chose à faire de le respecter. Mais dans ce cas-ci, ce que j'aime dire aux entreprises, c'est que si la présence de beaucoup de gras, sucre ou sodium dans votre produit est associée à des ingrédients signature, mettez-le de l'avant. Dites-le. S'il y a du beurre, de la crème et du fromage parmesan en masse dans votre sauce, dites-le, mettez-le en valeur. De toute façon, ça va soutenir votre positionnement prix parce que c'est sans doute plus cher d'avoir un produit comme ça, puis les gens vont plus le comprendre. J'aime aussi rappeler que
parmi les produits qui ont la loupe dans une catégorie, si votre produit se trouve à être le meilleur choix malgré tout, parce que certaines catégories, on l'a vu avec les données de l'Observatoire de la qualité des aliments, de la qualité de l'offre alimentaire, qui ont, si vous ne l'avez pas déjà découvert, je vous invite à aller sur Internet pour voir ça sur leur site. Ils ont des rapports qui ont été faits d'analyse de 14 catégories au moins, puis peut-être plus de catégories, je me souviens plus le chiffre exact, mais en tout cas au moins 14 de l'offre alimentaire. C'est quoi le profil nutritionnel et combien de produits devraient porter la loupe? L'exercice avait déjà été fait. Et donc, bref, il y a certaines catégories où on voyait que c'était au-dessus de 70 % de l'offre, voire 95 % de l'offre qui, techniquement, devrait porter la loupe. Je pense, par exemple, aux charcuteries. Qui, là, légalement parlant, ils n'ont pas le choix pour des raisons de salubrité. Bref, quand on se retrouve dans une situation comme ça, ben là, le consommateur est un peu dépourvu. Il peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de choix. Mais quand on tourne les emballages, on se rend compte que des fois, il y a vraiment des différences marquées d'un produit à l'autre ou d'une marque à l'autre. Si vous êtes le meilleur dans votre catégorie, malgré que vous ayez la loupe, dites-le. Ça aussi, mettez-le en valeur dans vos communications. Sur l'emballage, on est un peu limité. Et puis d'ailleurs, on n'a pas parlé de communication, mais je vais y revenir dans un instant parce que je réalise que j'ai glissé là-dessus. Mais mettez-le en valeur parce que, comme dit le vieux dicton québécois, entre deux mots, on choisit le moindre. Donc, un consommateur qui serait préoccupé par ça va vouloir savoir lequel est le meilleur des choix parmi ceux qui ont la loupe. Donc, ça peut valoir la peine des fois de reformuler légèrement, pas assez pour nous faire perdre la loupe, mais suffisamment pour prendre une pole position dans la catégorie. Puis sinon, ben, comme tu le disais si bien, si la gourmandise est au cœur du positionnement de la marque, de la raison d'être du produit et tout ça, ben, essayons juste pas de prétendre le contraire, il faut l'assumer. Et profitons-en. Et d'en profiter, puis peut-être d'inviter justement les consommateurs à y aller avec modération, surtout si vous avez un produit qui est premium. Donc, on a un peu d'enjeu au niveau des prix là, en ce moment où les gens coupent beaucoup dans leurs dépenses. Mais si on comprend l'authenticité du produit, la valeur ajoutée et qu'on nous invite à la modération, ben c'est bon pour vos ventes, c'est bon pour la santé des gens, puis ultimement, ben, on ne trafique pas la marque. Je reviens donc sur l'histoire des communications. Quand on a la loupe sur notre produit, il y a certaines choses, il me semble, qu'on ne peut plus dire ou qu'on n'a pas le droit de... On n'a plus autant de liberté qu'on avait au niveau des allégations. On n'a plus autant de liberté, mais aussi au niveau même du format d'affichage de l'allégation. Donc, si on a une loupe, on peut quand même garder nos allégations, mais il ne faut pas qu'elle soit comme beaucoup plus grosse que l'allégation. Donc, il y a quand même des hauteurs de caractère à respecter au niveau de l'affichage de notre allégation. Donc, si je comprends entre les lignes, ce que tu nous dis là, c'est qu'on ne peut pas, à partir du moment où on a la loupe, on ne peut pas mettre trop en évidence d'autres attributs, que je vais dire positifs, sur le produit au niveau de sa valeur. Ou les protéines. Oui, par exemple, les fibres. Oui, c'est ça. Donc, écrire en gros sur l'emballage qu'il y a ça. S'il y a la loupe, il y a une taille maximum d'allégation. OK. Oui. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est assez complexe, mais éventuellement, on ne peut pas aller, pour faire ça simple, on ne peut pas aller écrire plus gros que le double des caractères qui sont présents dans le format de loupe choisi pour appliquer sur l'emballage. Mm-hmm. Puis déjà que pour la loupe, comme pour le tableau de valeur nutritive, on a une taille de loupe et une hauteur de caractère. C'est ça, il y a des gabarits à respecter en fonction du format de l'emballage. Oui, exact. OK. Donc, et c'est le format de l'emballage, mais c'est encore une fois, c'est ce qui est visible au consommateur. Donc, on appelle ça la principale surface exposée, la PSE. Oui. Donc, c'est le format de la loupe. Elle est calculée en fonction de ce format d'emballage-là. Donc, plus vous avez une grande surface à couvrir, mais plus grand sera la loupe. Excellent. C'est clair. Pour terminer, est-ce que tu aurais autre conseils ou réflexions que tu aimerais partager avec nos entreprises qui auraient des doutes ou des questions sur la loupe? Donc, n'hésitez pas à nous consulter, les experts, parce qu'éventuellement, on voit toutes sortes de choses. Même moi qui fouille dans la réglementation de façon quotidienne, j'ai toujours des surprises au niveau de la réglementation. Depuis quoi? La réglementation au niveau de la loupe, c'est depuis 3 ans là, qu'elle roule sur Internet. C'est vivant, là. Oui. Ça bouge constamment. Qu'il y a des ajustements qui se font. Il y a toujours des ajustements qui se font. OK. Juste pour te donner une idée, il y a 2 ans, on a voulu être proactif sur la loupe.
Et on s'est fié seulement avec le règlement de Santé Canada parce que l'outil n'était pas encore mis à jour avec la loupe. Et à l'époque, pour les produits laitiers, donc qui contenaient du calcium, il y avait une exemption sur le sucre, les gras saturés et le sodium. Donc, on a fait, nous, une analyse sur du feta et en ne mettant pas de loupe. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est plus le cas. Okay. Donc, parce que le sel, il fait pas partie des exemptions maintenant. Donc, ça bouge énormément là, au niveau des... ou seulement au niveau des portions de référence aussi qui ont changé. Certains aliments, certaines quantités de référence ont changé avec l'apparition de la loupe. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur de consulter l'outil. Je pense que moi, c'est mon outil à moi, mais n'ayez pas peur de travailler avec cet outil-là, de chercher de l'information, de cliquer sur des liens pour aller ouvrir d'autres informations. Donc, il y a des outils. Santé Canada a mis un outil justement sur le symbole nutritionnel. On trouve beaucoup d'informations aussi dans l'outil pour l'étiquetage pour ceux qui sont déjà habilités à travailler avec cet outil-là. Et il y a des formations, je pense, au CETAC, Isabelle? Il y en a une qui va s'en venir, mais qui n'est pas spécifiquement sur la loupe. Par contre, sur la loupe, Santé Canada en a lancé une au printemps, je pense au mois d'avril, quelque chose comme ça. C'est assez récent. J'ai même pas eu le temps encore, je l'avoue, d'aller la voir. Mais j'ai reçu l'information. On pourra vous partager le lien, en fait, si ça vous intéresse. Une formation de quelques heures spécifiquement sur la loupe à l'intention des transformateurs alimentaires. Donc, je pense qu'ils ont compris aussi... le besoin. Le besoin. En tout cas, moi, je leur écris régulièrement pour leur poser des questions parce que des zones grises, il y en a quand même pas mal. Mais merci pour ce bon conseil-là d'aller, de fouiller, de se garder au courant parce que, comme tu dis bien, c'est vivant. Change. C'est vivant, oui, c'est ça. C'est pas fixe, cette chose. Merci infiniment, Martine, d'avoir partagé si généreusement tes connaissances là-dessus. Je vous rappelle en fait que pour ceux et celles parmi vous qui seraient intéressés à consulter les références qu'on a citées tout au long de l'entrevue, on va les mettre sur le site web d'Améliore au améliore.ca. Et dans le doute, ou si vous manquez de temps, communiquez avec l'équipe d'Améliore, puis ils pourront vous mettre en contact soit avec nous ou d'autres experts qui font partie de l'équipe à votre service. Donc, lors de notre prochain épisode, on va poursuivre la discussion sur la réglementation en matière d'étiquetage. Mais là, cette fois-ci, on va se décoller de la loupe et on va vraiment regarder la réglementation, en fait, l'étiquetage au sens large pour aborder les erreurs les plus fréquentes. Merci encore une fois, Martine, puis je vous dis à bientôt. Vous avez aimé cette conversation? Partagez-la avec vos collègues de l'industrie. C'est comme ça que les bonnes idées circulent. Et besoin d'aide pour accélérer vos projets d'innovation et d'amélioration de la qualité nutritionnelle de votre offre? Améliore est là pour vous. Consultez notre site web améliore.ca pour découvrir tous nos services. Ce balado Transformer pour mieux nourrir est une initiative du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. À bientôt!